Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Merci de regarder votre magazine d'actualité politique en RDC et décryptage. Aujourd'hui, nous allons recevoir un acteur politique que vous connaissez très bien d'ailleurs, un habitué de Télé 50, Norbert Yamba Yamba. Il est panafricaniste, président de la nouvelle vision panafricaine, consultant international en matière de développement. Nous allons parler de la démocratie avec cette question fondamentale. Quelle démocratie pour l'Afrique? Quelle démocratie pour quel résultat? Évidemment avec des questions, des sous-questions. Norbert Yamba Yamba est notre invité. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Norbert, au lendemain des indépendances africaines, 10 ans, 20 ans, 3 décennies après, on a l'impression que la démocratie ou l'Afrique a du mal à décoller. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la démocratie occidentale ne rime pas avec notre culture? Pourquoi ne veut-on pas décoller avec la démocratie? Comme la démocratie a décollé en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous freine? Je suis très heureux que je sois ici en ce moment pour discuter d'un problème important. Important simplement parce que la démocratie a toujours été considérée comme la voie obligée pour permettre les différentes nations, les différents pays du monde de décoller, et surtout l'Afrique, parce qu'on a fait beaucoup d'échos, il y a eu trop de gueules de mégaphonie autour de cette notion qui apparaît fondamentalement comme un paradigme occidental. Vous appelez ça démocratie occidentale. C'est que quelque part, il a existé à un moment donné une démocratie africaine. Parce qu'avant la colonisation, avant l'esclavage, avant le néocolonialisme, il a existé une démocratie africaine. Nos sociétés étaient organisées, oui. Nos sociétés savaient gérer les ressources, nos sociétés savaient faire une répartition équitable des ressources, etc. Il n'y avait pas ce qu'on peut appeler des inégalités flagrantes entre ceux qui dirigent et ceux qui sont gouvernés, etc. Mais lorsque arrive la démocratie occidentale, il faut reconnaître que on a ressenti à son temps une sorte de différence entre les dirigeants et les dirigés. Bon, il ne faut pas recourir à l'histoire lointaine, mais allons à partir de l'indépendance. C'est vrai que la démocratie qui pose la problématique de l'homme au centre de toute action, au début et à la fin de toute action, est très indispensable. Mais cette démocratie doit être adaptée par rapport aux réalités culturelles de chaque nation. Vous savez, après les indépendances, l'ordre international qui est dominé par une certaine domination guidée par ce que nous pouvons appeler l'Occident, a mis en place un certain nombre de dictateurs dans nos pays. On les a appelés des dictateurs, des grandes personnalités comme Kwame Nkrumah ont été mis de côté par des généraux, des gens comme Modibo Keïta, qui étaient des africanistes, qui avaient un projet, qui avaient une offre politique pour son pays, ont été mis de côté. Les gens comme Lumumba ont été mis de côté. Sékou Touré a été combattu complètement pendant des années, etc. Je ne veux vraiment pas parler de Nasser, etc. Donc, on a assisté sincèrement à une sorte d'accession au pouvoir de ceux qui véritablement étaient voulus de l'extérieur. Et ils ont mis en place ce qu'on a appelé un système monolithique où les gens devaient raisonner comme des bouteilles de prémices dans un casier de bière. Laissons cette situation. Nous arrivons en 1990, où la démocratie devenait véritablement une unité de mesure pour soutenir les pays africains. Oui, ceux qui sont arrivés avec la démocratie ont été des opposants. Et on croyait véritablement que le pouvoir qui était géré par les dictateurs, les militaires dans leur État, devrait être géré par une sorte d'alternance par les opposants. Vous avez un pays comme le Rwanda a été géré au début des années 90, géré par
les opposants qui étaient sanctionnés, qui étaient en Ouganda. Vous avez le pays comme le Burundi a été géré par les opposants. Vous avez le pays comme la Guinée-Conakry par les opposants, le Niger par les opposants, le Congo-Kinshasa par les opposants, même le Congo-Brazza. Et donc, on a assisté véritablement à une accession, même Centrafrique, à une accession des opposants à la tête des États. Oui, peu importe le modèle d'arriver au pouvoir, mais ce sont des opposants qui étaient censés avoir une vision, qui étaient censés avoir une offre politique, qui étaient censés avoir des alternatives, ce qu'on peut appeler innovantes, mais malheureusement, on n'a rien vu de tel. On n'a rien vu d'avancée, on n'a rien vu de changement de situation à la différence des dictateurs. Je m'excuse beaucoup, oui. Et donc, on se pose des questions. Alors, les années 90 terminées, il fallait encore avoir d'autres opposants par voie démocratique de venir arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas assisté? Ce sont des guerres récurrentes. Hein? Ce sont des guerres récurrentes. C'est la mort des hommes, etc. J'ai assisté à une réunion à Douala en 2015. Il y avait 17 pays qui étaient en instance, n'est-ce pas, d'organiser les élections et véritablement de procéder à des alternances. Et tout compte fait, parmi les 17 pays, tous les responsables, les dirigeants de ces 17 pays étaient disposés à changer de constitution. Je m'excuse beaucoup, ils étaient à changer de constitution. C'est justement la question. Oui. À se maintenir au pouvoir. Oui. 17 pays africains. Et on a vu, voilà, le Congo-Brazza, on est là. Le Congo-Kinshasa, on n'a même pas encore organisé les élections. On a dépassé tous les délais nécessaires. Le Rwanda. Vous avez vu le Rwanda, vous avez vu, c'est pas le Rwanda, dont la tendance est jusqu'à 2034. Vous avez ce qui se passe au Burundi, avec la tendance d'aller jusqu'à l'infini, etc. Et donc, on comprend véritablement que la démocratie, qui était ressentie comme la voie obligée pour permettre véritablement à l'Afrique à décoller, cette démocratie n'a pas aidé. Alors maintenant, il faut se poser cette question, pourquoi cette démocratie ne marchait pas? Heureusement que vous l'avez appelée occidentale, et que cette démocratie est en divorce avec, c'est pas, les réalités qui sont les nôtres. Et ici, Bamba Song dit, c'est un penseur camerounais qui aujourd'hui pratiquement ce Cheikh Anta Diop vivant, dit que nous avons été emmerdés dans le processus de notre maturation par un certain nombre d'éléments, un certain nombre de notions, un certain nombre de cassures terribles. Oui. Il y a d'une part la religion, en fait, qui a véritablement qui a permis à nous arracher notre spiritualité. Oui. Hein, parce que nous, on vivait avant que ces religions arrivent, etc. Il y a d'autre part l'école. L'école que nous avons, c'est une usine de fabrication de chômeurs de luxe. Ce n'est pas une école pour donner des hommes et des femmes qui sont capables de transformer le pays. Il y a aussi les institutions. Les institutions qui sont fondamentalement occidentales. On vous dit non, président de la République. On vous dit non, parlement. On vous dit non, telle ou telle institution. Ces institutions ne correspondent pas aux réalités véritablement de ce que nous avons vécu en termes de démocratie juste après. Mais les sociétés, Monsieur Norbert, les sociétés se mondialisent. Parce que vous avez parlé de l'organisation traditionnelle des sociétés africaines. Vous aviez dit que ça marchait. Mais aujourd'hui, les sociétés dans le monde se sont mondialisées à travers une nouvelle gestion publique. C'est comme ça que ça doit se passer. La mondialisation pose la problématique de la participation de chaque nation à la définition de l'ordre international, l'ordre mondial. Il y a un ordre qui s'est défini. Et donc, lorsque vous participez à la mondialisation, vous n'avez pas la fondation, vous n'apportez rien à la redéfinition. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la mondialisation en affirmant véritablement votre leadership. Il faut participer à la mondialisation en ayant votre enracinement, en approfondissant votre particularisme et en faisant une sorte de greffon culturel avec les autres. Or, nous on s'est occidentalisé. Rire comme l'Occident, manger comme l'Occident, parler comme l'Occident, des intellectuels au modèle occidental, mais des récitations. Nous avons des intellectuels sans valeur ajoutée, nous sommes là pour la répétition, nous sommes là pour grimper sur les idées des autres, nous sommes là pour la récitation, mais nous ne sommes pas là pour les questionnements. Regardez. Si aujourd'hui on parle de la démocratie comme une valeur occidentale, j'ai fréquenté, je suis allé en visite
n'est-ce pas, de formation à La Rochelle, dans une province, n'est-ce pas, de France, et on m'a emmené quelque part vers la mer, où on m'a monté un grand rempart. Un rempart, c'est un béton d'autant de mètres pour ne pas permettre aux Autrichiens à l'époque, au XIIIe siècle, de ne pas tirer et d'atteindre les Français. Et quand j'ai posé la question, qui faisait ça? On m'a dit non, ce sont des citoyens français. Mais l'espérance de vie à l'époque, c'était de 36 ans. 36 ans. Parce que Louis XIII était un monarque absolu et il faisait travailler les gens de manière sauvage. Et quand vous quittez Louis XIII, vous arrivez au Louis XIV, vous avez Robespierre, etc. C'était des dictateurs à outrance. C'est que la valeur, la démocratie dont on parle, qu'elle est une valeur occidentale qui devient universelle, ce n'est pas une valeur qui est initialement connue dans la tradition occidentale. Il s'est posé un certain nombre de problèmes dans cet environnement, dans cet espace, et les gens se sont mis ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons donner comme cadre, qu'est-ce que nous pouvons réfléchir comme option, de manière à ce que nous puissions véritablement booster toutes les contradictions qui sont les autres. C'est comme ça qu'ils ont réfléchi, après Napoléon, vous avez vu la Première République, la Deuxième République, aujourd'hui la Cinquième République. Ça, c'est l'ensemble, la capacité des Français de pouvoir, n'est-ce pas, résoudre les différentes contradictions qui se sont présentées tout au long de leur histoire. Et c'est aujourd'hui, finalement, ils parlent de la Cinquième République ou la République, les valeurs républicaines. Mais ce n'est pas une valeur initiale de la tradition française. C'est l'ensemble des contradictions qui ont poussé les gens à réfléchir et à trouver véritablement leur chemin. Aujourd'hui, nous avons copié les Français, et je me souviens beaucoup, oui. Nous avons copié les Romains, et nous disons non, la démocratie, qui devient véritablement un paradigme. Alors, au lieu de réfléchir sur nos contradictions, au lieu de réfléchir sur nos problèmes, au lieu de réfléchir sur nos contraintes, et les penseurs viennent pour dire, écoutez, par rapport à notre patrimoine culturel, par rapport à notre âge culturel, nous pouvons monter tel arrangement institutionnel qui nous permette véritablement de construire la paix, de construire le développement. Il me semble que tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, je me souviens beaucoup, aujourd'hui on regarde la France, qui, dans le droit romain, la Constitution française a dit, c'est 5 ans. Un président de la République. Nous aussi, pour être vrai démocrate, il faut copier la France. 5 ans. Or, lorsque vous regardez, c'est pas la civilisation française qui fait des millénaires. Lorsque vous êtes en France, vous regardez qu'il y a eu un travail énorme qui a été fait. Et donc, s'il donne à quelqu'un 5 ans, parce qu'il y a eu autant de choses qui ont été faites par le passé. Il y a un travail qui a été fait en amont. En amont. Nous, ici, quand vous regardez la maison, c'est un problème. Quand vous regardez l'enfant, c'est un problème. Quand vous regardez la santé, c'est un problème. Et nous disons, non, copions la France. Or, quand vous êtes en Europe, et je termine par là, la Suisse, ce n'est pas la même démocratie que la Belgique. La Belgique, ce n'est pas la même démocratie que l'Espagne. L'Espagne, ce n'est pas la même démocratie que la France. Chacun a une fondation et il y a des valeurs qu'ils approuvent tous. Et qui portent véritablement à reconnaître le citoyen, à reconnaître l'homme comme étant au centre de toute action, bénéficiaire des dividendes de la République. Alors maintenant que vous avez dépeint ce chaos généralisé, d'abord au niveau de l'Afrique, mais prenons le cas de la République démocratique du Congo, un chaos généralisé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un retour à l'organisation politique traditionnelle. Il y a 4 éléments qui ont déstructuré, désarticulé véritablement l'organisation traditionnelle. Le premier élément, c'est la religion. Nous n'avons pas notre spiritualité. Aujourd'hui, lorsque vous êtes aux États-Unis, il y a des gens qui vous voyagent 200 millions, 4 milliards, 500 millions de kilomètres à l'espace, en vitesse de lumière. Vous n'allez pas me dire que c'est la formule de laboratoire. Ils ont été inspirés par leur entité, par leur environnement, par leur milieu, et cette inspiration leur a donné la possibilité véritablement de transformer leur environnement. Donc, la religion, notre spiritualité est pour beaucoup par rapport à notre échec, par rapport à cette façon de se mettre à genoux. Deuxièmement, les institutions. Les institutions que nous utilisons n'ont rien de commune mesure avec les institutions traditionnelles. C'est que nous n'avons pas de fondation. Nous n'avons même pas questionné ces institutions qui nous viennent. Vous avez un parlement composé de personnes qui sont là prêts à être corrompus. Vous avez des ministres qui veulent s'enrichir à longueur de journée, qui sont moins préoccupés par la situation de leurs concitoyens, etc. On a cet arsenal institutionnel. Je me suis beaucoup. Et vous avez également les écoles, qui sont des usines de fabrication des chômeurs de luxe.
Les écoles ont un divorce avec les réalités du développement de la République. Les écoles, si ce n'est pas l'école qu'il y a dans l'éducation, il n'y a pas un système d'éducation pollué. Parce que qui est fondamentalement occidental, l'Occident, quand il a mis ce système, il avait besoin des communes pour les aider dans des petits bureaux. Mais nous avons besoin de transformer notre environnement. Nous avons des richesses. Regardez, regardez. L'Afrique aujourd'hui est reconnue comme le continent du siècle, du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. Lorsque vous comparez l'Afrique à la Chine n'a que 9,3 millions de kilomètres carrés. Lorsque vous comparez l'Afrique par rapport aux États-Unis, 9,5 millions de kilomètres carrés. L'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. Nous avons de l'espace pour exploiter. La Russie a 17 millions. Mais quand vous regardez les richesses, il y a 14 richesses stratégiques du monde, dont l'Afrique prend la première position. Mais ces richesses sont exploitées en matière brute et sont transportées vers l'Occident, aujourd'hui vers l'Orient. Et sans que nous puissions en être les bénéficiaires. Et donc, si les Africains pouvaient bien penser une nouvelle façon de faire, comme les Malaisiens l'ont fait, les Indonésiens, tous les dirigeants asiatiques, on peut avancer. Troisièmement, la population. Vous savez que la population du monde aujourd'hui, en tout cas, c'est la Chine qui a 1,4 milliard d'habitants. Elle est suivie de l'Inde avec 1,3 milliard d'habitants. 1,3 milliard d'habitants. Et vous avez l'Europe dans son ensemble. L'Occident, c'est 500 millions. C'est 500 millions. Non, l'Europe, voulais-je dire, occidentale. Et vous avez, y compris la Russie. Et vous avez l'Amérique, les États-Unis. C'est 350 millions d'habitants. Donc, la population américaine aujourd'hui, 60% sont des vieillards. Et c'est qu'avec les vieillards, il faut ce qu'on appelle la sécurité sociale. Alors, vous n'avez pas de gènes. Vous regardez la même situation au Canada. Vous avez la même situation en Chine. Vous avez la même situation en Russie. Mais l'Afrique pourra avoir une population 2,4 milliards d'habitants en 2050. Et il y aura 60% de la population qui aura moins de 14 ans. Une population jeune, florissante, etc. Et donc, pendant que l'Occident a besoin de nourrir ses veillards, nous on a la jeunesse pour travailler. Mais lorsqu'on regarde la volonté des dirigeants, lorsqu'on regarde l'élite intellectuelle, l'élite politique, elle est complètement imbécilisée, infantilisée, clochardisée, instrumentalisée. Elle n'a aucune vision, elle n'a aucune offre politique. Je me suis beaucoup. Oui. Et cette élite se pense essentiellement à monter des stratagèmes pour rester, ou soit pour prendre les richesses. Et donc cette élite ne sait pas que demain, l'Afrique a un défi de diriger le monde. Et l'Afrique en a été par le passé. Parce que vous vous rappelez de l'Égypte pharaonique. L'Égypte pharaonique a été une grande nation, une nation de Noirs. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne. Oui. Alors maintenant, cette situation nous pousse à croire qu'aujourd'hui, parce que nous voulons changer la situation et que nous aurons à gérer plus de 10 milliards d'habitants, il est question de revisiter, n'est-ce pas, les éléments qui ont fait que nous soyons aujourd'hui à ce niveau, notamment les paradigmes. Vous entendez démocratie, vous entendez développement durable, vous entendez les paradigmes comme émergence, etc. Alternance. Ce sont des gros mensonges. Donc ça veut dire que même l'alternance, vous ne partagez pas l'idée avec l'alternance. Non, non, l'alternance, chaque chose souhaite, même chez les Noirs, il y a eu toujours alternance. Oui. Il y a eu toujours alternance. Parce qu'en réalité, comment s'est passé avec les Noirs alors? Dans l'histoire, expliquez-nous. Non, non, mais écoutez, par le passé, effectivement, il y a eu des royaumes. Oui. Et dans chaque royaume, il y a eu une filiation. Voilà, il y a une filiation. C'est une recette qui ne peut pas être appliquée aujourd'hui. Ah, mais non, mais pourquoi? Avant qu'ils ne viennent. Mais c'est pourquoi nous sommes dans... Ce sera accepté dans quel parlement? Nous voulons, nous, les panafricanismes, qu'on revienne aux États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, elles, la voient obligée pour que véritablement l'Afrique puisse se décoller. Vous savez, c'est très important, mon cher ami. Regardez ce que nous fait le Rwanda aujourd'hui. Regardez ce que nous fait le Rwanda. Regardez ce qu'on s'amuse avec nous. Nous avons du pétrole dans le parc de Virunga. On déclare le parc comme étant le patrimoine mondial. Entre-temps, la densité dans les études qui ont été faites montrent qu'il y a du pétrole. Et que les mondes aujourd'hui, même les mondes arabes, sont efficaces à cause du pétrole. Et nous, nous sommes dans la pauvreté la plus abjecte. Et nous ne pouvons pas exploiter notre pétrole. Parce que l'Occident parlait. Oui, c'est un patrimoine, mais il y a une complicité interne. Oui. Il y a une complicité. L'Occident n'agit que par des relais volontaires à l'intérieur du pays. Monsieur Yamba Yamba, alors si vous nous dites comme ça, ça veut dire que c'est un problème d'homme. Quand vous dites que vous mettez des gens
les gens sont là pour leur propre intérêt égoïste, c'est un problème d'homme, c'est pas un problème de système. Attention, attention. C'est que les hommes doivent respecter les règles du jeu. Et regardez. Je vais vous donner un exemple. Oui. On est président, on dit, après un mandat de 5 ans, un autre deuxième mandat de 5 ans, on part, on respecte les règles du jeu, on part, on évite la crise. C'est pas comme ça. Mais c'est pourquoi c'est l'Occident qui a créé des relais volontaires, des courtiers dans nos pays. Vous savez, la plupart des gens qui ont accédé à des responsabilités ont eu la caution de l'Occident. C'est comme ça qu'il faut faire beaucoup d'attention avec tout ce qu'on est en train de voir comme tractation. Rien n'arrive si l'Occident ne donne pas sa caution. C'est très important. Et donc, ceux qui ont eu la caution ont cru qu'ils étaient les hommes de prédilection au point où ils croient que sans eux, rien ne peut se faire. Et regardez comment on prépare cet état des choses. Oui. Lorsque vous regardez la configuration, le paysage politique Congo, vous allez voir que les différents regroupements sont autour des individus. Il y a un groupe de majorité autour du président Kabila, il y a un groupe G7 autour de Katumbi, il y a un groupe ainsi de suite. Et quand vous posez la question, aujourd'hui le Congo a 80 millions. En 2030, en 2035, le Congo aura 160 millions. En 2050, le Congo aura plus de 220 millions d'habitants. Quelle sera votre politique de logement? Vous allez loger les gens comment? Déjà à 80 millions, on est incapable de loger les gens. Vous voyez comment les gens meurent des inondations. Alors maintenant, on ne dit pas. Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. On dit non, 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 c'est le président. Hein? La révolution de la modernité. Tu vois. Et donc, lorsque les gens ne savent pas manger, ils importent tous. Aucun mécanisme même de pêche artisanale. Au moment où nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons des où les poissons meurent de vieillesse. Et personne ne nous dit rien. Non, 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 le président de la République avait un vergem dans mon hérité, il y aura des industries de pêche, etc. Tu vois un peu? Donc, alors maintenant, même ceux qui soutiennent d'autres qui ne sont pas encore là, ils sont autour des individus. Et l'argent marche. Et donc les hommes et les femmes qui ont une vision, qui m'ont 50 ans, 100 ans, et qui voient ce que devrait devenir le monde. Moi je suis en train de vous parler de 2100. On aura plus de 2 milliards. Le Congo-Kinshasa, la Kinshasa aura plus de 25 millions en 2025. En 2035, pardon. Alors maintenant, personne ne réfléchit. Et aujourd'hui, ce raisonnement, on est en train de préparer les élections. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire le Congo est en difficulté, voilà le diagnostic, voilà la photo, voilà le GPS, voilà ce que je propose? Rien du tout. Et donc, on va tomber la même chose. Donc, de la même manière que nous avons eu des dictateurs à l'époque, et qui ont été remplacés par les opposants, et qui n'ont rien foutu, remplacés par d'autres opposants, rien foutu. Et donc, on peut encore avoir des hommes et des femmes qui se disent élites politiques, qui arrivent et qui visiblement n'ont aucune offre politique pour la République. Et à ce moment-là, on va continuer d'irrégularité en irrégularité, en créant une sorte d'îlot d'abondance dans un océan de misère. Ça, c'est un problème. Et moi, avec les collègues, nous avons pensé que le moment est arrivé pour que la puissance du savoir, la puissance de la connaissance puisse agir. Des hommes et des femmes qui travaillent dans la perspective de monter des stratégies innovantes pour booster l'Afrique. Et l'Afrique ne pourrait être boostée que lorsqu'on organise les États-Unis d'Afrique. Le mouvement est mort, Kadhafi s'est beaucoup battu pour qu'on puisse avoir un fonds monétaire africain, s'est battu pour qu'on puisse avoir la banque des ajustements en Afrique, pour qu'on puisse justement avoir une société de télécommunications, etc. Tous ces faisants combinent auraient pu véritablement autonomiser l'Afrique. Mais tous ces petits présidents qui viennent avec la caution des Occidentaux, etc., ne peuvent pas. Ne peuvent pas. Et chaque fois qu'ils ont de petits problèmes avec l'air génitaire, alors ils brandissent, n'est-ce pas, l'état de la souveraineté, etc., qu'ils ne respectent même pas, parce qu'en fait, les différentes constitutions, les différents textes réglementaires ne sont pas respectés. Et donc, ils sont en divorce, en contradiction véritablement avec l'ordre institutionnel qu'ils ont mis en place, et chaque fois, pour avoir véritablement le cœur apaisé, et donc l'Occident est à la base de ceci ou de cela. Or, notre peuple attend de ses dirigeants véritablement des performances. Voilà, alors beaucoup de questions à vous poser par rapport à la question, parce que la thématique elle est tellement intéressante, mais pour le cas de la République démocratique du Congo, les priorités, au regard de votre réflexion, au regard de vos idées, de votre argumentaire, les priorités sont énormes. S'il faut commencer, il faudrait commencer par où? L'éducation. Nous avons été torpillés par l'éducation. C'est l'éducation que nous avons réussi, qui est une éducation coloniale, une éducation de désarticulation, une éducation de désintégration, une éducation, n'est-ce pas, extravertie,
Il faut remettre l'éducation. Éducation adaptée par rapport à nos réalités. Quelles sont nos réalités? Quels sont nos besoins? J'ai fait une étude à Nguénié, à l'Équateur. J'ai trouvé que dans ces milieux, il y avait des pêcheurs, il y avait des agriculteurs, etc. Toutes les écoles secondaires que j'ai trouvées sur place, c'était la pédagogie, c'était la littéraire. Et donc vous êtes en train là de former des chômeurs de luxe qui vont refuser de rester à Nguénié et qui auraient pu rester parce qu'ils ont des techniques et ils ont véritablement un savoir. Ils auraient pu créer la productivité au niveau de la pêche, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage. Il me semble que tel n'est pas le cas. Il faut un exemple, par exemple, le Matata Ponyo qui a créé une université technologique dans le Maniema. C'est une idée extraordinaire pour vous. Bon, ce n'est pas extraordinaire parce qu'il y a une université technologique, c'est courant, etc. pour des gens qui veulent la productivité. Ça c'est évident. Rapidement. Mais encore que quelle productivité, quelle technologie, qui vont enseigner? C'est ça. Si ce sont des abrutis fondationnels, parce qu'en réalité, attention, vous savez, nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des gradués, nous avons des intellectuels, mais qui sont des diplômés. Ce ne sont pas des hommes transformationnels. Bob Bassin, on les appelle des abrutis fondationnels. Ils n'ont pas de fondation. Regardez, l'Afrique traditionnelle avait le droit. Quand vous lisez l'histoire du royaume Manding, Manding a déjà 1236 avait ce qu'on appelait la charte des droits de l'homme. 44 articles. Est-ce que vous avez vu déjà un professeur de droit ici parler de cette charte? Vous savez que à l'est de la République, Lac-Édouard, la première fois il y a 22 000 ans, on a découvert ce qu'on a appelé l'os des Chango. La tablette qu'on utilise ici, cette mathématique-là, ça a commencé là-bas. Est-ce que vous avez vu dans nos écoles qu'on nous dise que nous avions des prouesses à l'époque? L'Europe que vous voyez ici est créée il y a 22 000 ans. Nous avons les théorèmes de Pythagore. Mais ces théorèmes ont été mis en place par les prêtres noirs qui étaient dans la cour de Pharaon. Thalès, Pythagore, Hérodote, Platon, ils sont venus, ils sont restés pendant 22 ans dans la cour pour apprendre. Et ils ont changé ce qui était déjà fabriqué en Afrique à leur nom. Tu vois, est-ce que nos enseignants savent ça? Est-ce que nos enfants savent ça? Au point où maintenant nous sommes considérés comme si nous ne pouvons rien faire sans l'Occident. Or, quand vous regardez par exemple la Chine a décidé en 1949 sous le leadership de Mao Tse-tung de bloquer et de faire une révolution culturelle. Il a chassé les prêtres, il a chassé les imams, il a chassé tous ces gens qui font dormir les gens, etc., autour d'un dieu qui va venir, etc. Et puis, voilà où ça trouve. La Chine aujourd'hui a 11 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Le Congo n'a que 40 milliards. Quand vous regardez Singapour, Singapour c'est 650, c'est moins que la commune de la Gombe. C'est 4 fois l'économie sud-africaine. C'est la technologie. Est-ce que je pourrais bien répondre? Il y a l'éducation, il y a la technologie, il y a la bonne gouvernance. Quand les trois sont combinés, il y aura la productivité, il y aura la bonne gestion, il y aura une répartition équitable des revenus et ça va avoir une répercussion sur les citoyens. Merci beaucoup. La démocratie occidentale ne rime pas avec les réalités congolaises. Fin des citations. En tout cas, c'est la conclusion de vos réflexions, de votre argumentaire. Vous reviendrez parce que le sujet, il est profond. Le sujet, il est important, très nécessaire, capital, qu'il faut absolument le commenter profondément. Encore que nous ayons des penseurs, des vrais penseurs, pas des élites fondationnelles, mais des hommes et des femmes qui pensent qu'on peut monter quelque chose alternative. Il me semble que jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a pas et nous utilisons la démocratie occidentale. C'est ainsi que nous, les panafricanistes, le jour où on arrive au pouvoir, à ce moment-là, nous allons mener un programme où nous allons véritablement aller dans cette direction-là. Mais pour l'instant, appliquons ce que nous avons retenu. Norbert Yamba, président de la Nouvelle Vision panafricaine. Vous êtes également consultant international en matière de développement. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt. Avec le même plaisir.